cette E3, le stand Sega, moins fourni que les années précédentes, faisait la part belle au FPS de Gearbox, Aliens Colonial Marines, prévu pour février 2013, dont nous reparlerons dans le prochain classé 18+. Mais nous pouvions également apercevoir dans un coin du stand l'excellent jeu de plateforme action Allié, développé par le studio français Arkido. Plusieurs membres de l'équipe ont d'ailleurs fait le déplacement pour présenter la version jouable de leur jeu, que l'on attend toujours pour cet été, en téléchargement sur PC, Xbox 360 et PS3. Déjà on est à l'E3, c'est quand même un petit peu chic. Salut, on se voit à LA, enchanté, on se voyait à Paris avant, là on est à LA. C'est bon, voilà, c'est ça, la vie est belle quand même. Et on est en plus à LA dans un joli stand de chez Sega, qui nous ont en plus gentiment fait carrément une pièce aux couleurs de LA. Donc voilà, il y a LA, il est sur les deux consoles du marché actuel, il est sur Xbox et sur PlayStation 3. On a appris qu'on est sur les stands de Xbox et de PlayStation 3 parce qu'ils ont bien aimé les équipes de Microsoft et de Sony, donc ils nous ont donné une petite place. On était même dans la vidéo d'intro de la conférence de Sony. On a halluciné, on est sur OnLive, on n'était même pas au courant, en fait, c'est un peu la fête quoi. En fait on est arrivé par là du stand, on a vu déjà, il y a le truc Alien qui est génial, et on est arrivé là, on a vu la salle, on était un peu sur le cul parce que c'est vrai que c'est génial, en fait la salle est assez fermée. De base t'as la tendance à beaucoup perdre de concentration quand t'es sur les stands parce que tu peux regarder un peu partout. Et là le fait d'avoir un petit espace clos, ça permet que les gens arrivent à se concentrer sur le jeu et ouais, on a kiffé, c'était vraiment cool quoi. Alors le 3 juste c'est complètement fou, dans le sens où évidemment c'est une énorme machine, je vais pas te l'apprendre qu'on a fait 600 000. Et nous on a un jeu qui est un jeu XBLA, qui est un petit jeu en 2D, même si c'est un gros jeu pour nous ça reste petit. Du coup c'est très marrant d'être à côté de Alien, Colonial Marines, Explosion, désert, Irak, et de présenter notre jeu. Et on partage la voiture le matin avec Ron Gilbert, on voit Tim Schafer qui passe, il y a le mec de God of War qui joue à notre jeu, des trucs comme ça, et ça rend fou, et en même temps c'est trop chouette, t'as des jeux comme ça, t'es hyper content, et c'est génial. Et puis ce qui est marrant c'est d'avoir un espèce de petit stand avec de la couleur, au milieu de tous les trucs guerriers. La position dans le 3 nous sert pas mal, et parce que du coup on ressort, donc c'est cool. Le 3 fut également l'occasion pour les membres d'Arkido présents de faire tester leur jeu en live pour finalement observer les réactions des joueurs. On regarde les gens jouer, surtout que c'est pas marqué sur nos têtes que salut je suis l'auteur du jeu, salut je suis le patron de la boîte, machin, des trucs comme ça. Du coup on est plus ou moins incognito avec notre joli badge où on croit qu'on fait partie de Sega. Du coup tu peux être planqué sur le côté et regarder les gens jouer. Et ça s'était passé déjà avec d'autres événements avant, on avait fait un gros à Londres. Et tu regardes les gens jouer et t'attends qu'ils rigolent, enfin moi j'attends qu'ils rigolent. Et tu regardes leurs yeux, ils sont concentrés, genre ouais, il y a des ennemis et tout. Et là d'un seul coup, il y a un truc super potage qui se passe. Et tu vois les gens exploser de rire et t'es dans ta tête, tu coches des cases, tu fais ok, lui il a rigolé, ah c'est bien, lui il a rigolé, ah c'est bien. Et c'est vachement dur à prévoir parce que nous les blagues on les a vues peut-être 2000 fois et on sait plus si elles sont juste beaufs, si elles sont juste ou si elles sont cool. Et là a priori ils sont cool parce qu'on voit les gens rigoler, alors ça fait chaud au cœur. Et ils restent quoi, et ils s'amusent et ils nous regardent genre c'est cool, c'est bien. Donc on a vraiment un retour assez immédiat de je pense qu'on a le droit d'avoir des jeux comme ça, un peu comme ça maintenant. Voilà. Alors on est sûr qu'on fait pas de démembrement, on snipe pas, on fait pas des trucs. Quoique si, on en fait du démembrement, mais c'est du cartoon, c'est pour rigoler. Pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien Allié, on y dirige un lapin des enfers, super vénère, qui part découper du monstre dans d'énormes niveaux ultra cartoon et colorés à l'aide de plusieurs armes, dont une espèce de scie circulaire dévastatrice qui lui sert également de pseudo-véhicule. L'équipe ayant déjà terminé leur jeu pour commencer à bosser sur de futurs projets, la version présentée était déjà bien peaufinée, d'où les réactions enthousiastes des joueurs. La version qui est présentée, elle est quasi finale. Nous, chez nous, on a la version finale déjà. Celle ici, c'est un build un petit peu plus vieux. Il y a les 4 premiers mondes qui sont montrés. À notre grand étonnement, des gens font les 4 mondes, ce qui représente j'y passe peut-être 1 heure, certains, la plupart 13-20 minutes, le temps de voir grosso modo ce que c'est le jeu. On est étonné que dans les conditions de l'E3, avec le bruit qu'il y a, avec t'es en train de jouer, t'as des babes qui passent derrière, c'est pas toi, j'aime beaucoup les jeux, mais les filles ça attire plus les yeux quand même. Les gens arrivent à rester concentrés, ça c'est génial. Sur le gameplay, ça permet aux gens de découvrir la partie un petit peu plus aventure du jeu, parce qu'au début le jeu est très tout droit, c'est vraiment un jeu de plateforme, tu vas du point A au point B, et là le monde 2, monde 3, tu commences à utiliser la carte, tu commences à dire voilà c'est grand par ici, qu'est-ce que je vais faire, je vais aller d'abord au magasin, acheter un nouvel armement, prendre des améliorations, et puis il y a des ennemis qui commencent à devenir plus retors à avoir.
La richesse graphique du jeu et le fait que la plupart des monstres sont à la fois uniques et complètement délirants est évidemment pour beaucoup dans le succès de Hélier sur cette 3. On est dans un endroit où l'argent parle beaucoup, ici, et plus t'en as, plus ça va. Et donc le fait d'avoir un petit studio français qui, a aussi peu de gens, a fait un truc où ça se voit qu'il y a de la profondeur, enfin il y a de l'asset, comme ils disent ici, il y a vraiment de la création de contenu, il y en a beaucoup. Et en même temps, prendre une décision stupide d'un point de vue financier, de faire en sorte que chaque monstre est unique et que tu ne le vois qu'une fois, dans un monde où tu aimes bien réutiliser et faire des suites et des séries et des machins en changeant des trucs, les gens nous regardent un peu comme des malades, ce qu'on est peut-être, parce que c'est complètement stupide d'avoir fait ça, mais nous ce qu'on voulait c'était que justement il y ait cette espèce de mini-tension quand tu vas découvrir en disant qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? C'est quoi le prochain délire qui va m'arriver? C'est quoi la gueule du prochain monstre? Comment est-ce que je vais devoir le tuer? Avoir cette espèce de tension intérieure d'avoir toujours du nouveau. On a un caractère qui s'ennuie facilement et c'est pour nous une façon de dire on sait que on est arrivé à un stade où on s'ennuie facilement maintenant. On zappe beaucoup de choses, donc on essaie d'intégrer ça dans notre jeu comme on l'avait fait auparavant, dans nos jeux d'avant. On est un peu pour la génération Zapette, hein. On l'assume en tant que tel, on essaie de garder l'attention, les petits yeux ouverts, comme dirait Aurélien, on essaie de garder les petits yeux du joueur ouverts, en lui balançant des tonnes de trucs. Des trucs dont nous reparlerons très vite puisque nous comptons bien suivre attentivement le jeu jusqu'à sa sortie, Hélier étant pour nous un vrai coup de cœur. Un titre que l'on adopte au premier coup d'œil grâce à la qualité de sa direction artistique avant de craquer totalement pour lui une fois le pad en main. Toujours sur le stand Sega, on a pu assister à la présentation dans un espace fermé de The Cave, un titre téléchargeable récemment signé par l'éditeur. Développé par le studio Double Fine, créé par Tim Schafer, ce jeu d'aventure plateforme puzzle est supervisé par l'immense Ron Gilbert, à qui l'on doit Maniac Mansion, ainsi que les scénarios et les dialogues de nombreux classiques du point and click LucasArts, comme Indiana Jones et la dernière croisade, et bien sûr Monkey Island 1 et 2. My name is Ron Gilbert, and I'm the designer and creator of The Cave. And it's a game that has been in my head for about 25 years, actually. And it's like every couple of years, it kind of pops into my head, and I think, yeah, I should probably make this one day. And a couple of years ago, it just felt like the right time to do it, so I started making it. Évidemment, Ron Gilbert et Tim Schafer se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble chez LucasArts sur les deux premiers Monkey Island. Le fait que le projet ait été mis en chantier chez Double Fine est donc tout sauf une surprise. I was hanging around with Tim, and I was telling him the idea, and he thought, wow, this is really a great idea. You should come to Double Fine and let us make that game. And I thought, okay, that sounds good. So, so I just started working on it there. The Cave possède pour personnage principal une espèce de caverne magique qui sert également de narrateur dans le jeu. Une caverne parlante donc, ayant la réputation de pouvoir exaucer les vœux. It's a game about this mysterious cave that kind of lures people, over like thousands of years, people have been coming to the cave to kind of descend its depths and, learn something about themselves. And it's a game about these 7 characters that come to the cave, and you get to pick any 3 of them and go into the cave with those 3. And, the cave is, everyone has a story about why they're going into the cave, and there are areas of the cave that are really themed to their stories about why they're there. 7 personnages donc, dont 3 nous ont été présentés, un paysan, un scientifique et un chevalier. Jouable en solo, mais également en coop local jusqu'à 3, The Cave met l'accent sur la collaboration entre ces 3 personnages, délicieusement animés. Yeah, all the different characters, I wanted to do something where there were these very different archetypes of these characters that were going to go into the cave, and everybody's just a little bit weird and a little bit, quirky about why they're going in, and they're kind of spread across time in some ways. There's a knight from medieval times, there's a scientist, she's from the 1960s, and it just seemed like a really interesting group of people to kind of put together and have them do this. Pour le moment, une grosse dizaine de personnes travaillent sur The Cave, qui devrait sortir en début d'année prochaine. Encore embryonnaire et pas totalement abouti, son concept permettait néanmoins d'apprécier l'humour barré du projet, à base de machines à hot dog, de leviers et de dragons mangeurs de princesses. Sur le stand Sega, on pouvait également s'essayer à Super Monkey Ball Banana Splits. Cette version Vita marque le retour de Hey Hey, Mimi, Gon Gon et Baby à travers des niveaux plus complexes qui exploitent les caractéristiques de la console. L'utilisation de l'accéléromètre permettra par exemple de se déplacer en vue subjective en orientant la console dans la direction souhaitée. Mais si le fait de bouger sa boule en orientant la console n'est pas nouveau, la précédente version sortie sur 3DS proposant déjà cette feature, Super Monkey Ball sur Vita se pointe avec une idée intéressante. La caméra permettra en effet de prendre en photo des objets réels afin de les exploiter dans un éditeur de niveaux qui pourront par la suite être partagés en ligne. Sorti à l'origine sur Dreamcast, le portage de Jet Set Radio était lui aussi présent et jouable sur le stand de l'éditeur dans sa version Vita. Dans la mesure où c'est un portage fidèle à la version d'origine, il est toujours question de taguer différents endroits de la ville de Tokyo tout en réalisant diverses figures lors de vos déplacements.
Si le jeu bénéficie désormais de graphismes HD, on retrouve tout de même ce cel shading qui a grandement contribué au statut culte de Jet Set Radio. Tout comme la bande-son d'ailleurs, qui donne toujours dans le hip-hop, le rock et l'électro. Les capacités de la console étaient évidemment mises en avant, avec notamment la possibilité d'effectuer ses graphes à l'aide de l'écran tactile. Ayant subi un échec commercial lors de sa sortie sur Dreamcast, on espère que ce titre pourtant salué par la critique à l'époque trouvera cette fois-ci son public. Et on termine avec la version Transformed de Sonic et Sega All-Star Racing. Après un épisode assez faible sorti en 2010, l'éditeur présentait sur une grande partie de son stand la nouvelle version de son jeu de course. S'inspirant du célèbre Mario Kart, le jeu rassemble les diverses égéries de Sega que l'on pouvait voir dans le précédent épisode, mais aussi quelques nouveaux persos comme Shadow de Sonic Adventure 2 Battle ou encore Joe Musashi de Shinobi. La vraie nouveauté vient ici des courses divisées dorénavant en plusieurs parties où les véhicules sont amenés à changer de forme, un peu à la manière de Mario Kart 7 sur 3DS. Sonic & Sega All-Star Racing Transformed est prévu sur toutes les plateformes du moment, même la Wii U, et sortira fin 2012. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain 101% pour parler du stand Square Enix.